Le 2 octobre aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. 4 ans après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, jamais le pays n'aura paru aussi divisé. On en parle avec Bruno Meyerfeld, correspondant du journal Le Monde au Brésil et auteur de Cauchemar brésilien, un essai édifiant sur la politique brésilienne qui a conduit en 2018 à l'élection du premier président d'extrême droite à la tête du plus grand pays d'Amérique du Sud. Bonjour Bruno Meyerfeld. Bonjour. Alors on compare souvent, peut-être à tort, Jair Bolsonaro à Donald Trump. Mais dans votre ouvrage, vous décrivez un Jair Bolsonaro autrement plus inquiétant. Qu'est-ce qui le distingue de Donald Trump, sa passion pour les putschistes et les dictateurs ? Oui, alors je pense que Jair Bolsonaro a plusieurs points communs avec Donald Trump. Parmi eux, le populisme, l'usage des réseaux sociaux. En même temps, moi j'essaie toujours de faire des différences entre Donald Trump et Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro est un homme qui est issu de l'armée, qui a passé 10 ans dans l'armée brésilienne, qui a acquis le grade de capitaine et qui se distingue parfaitement ainsi du milliardaire Donald Trump. Par ailleurs, Donald Trump était vraiment un outsider quand il est arrivé en politique après l'ère Obama, tandis que Jair Bolsonaro, lui, avait 30 ans d'expérience au Congrès comme député. Donc ça distingue vraiment les deux hommes dans leur pratique de la politique et dans leur parcours personnel. D'ailleurs, les deux hommes ne se sont jamais vraiment compris. Il faut savoir que Donald Trump, homme de pouvoir, homme très riche, n'a jamais vraiment réussi à créer de lien personnel avec un Jair Bolsonaro, qui lui vient d'un milieu assez modeste de l'intérieur de l'État de São Paulo, un milieu plutôt paysan dans une petite ville qui s'appelle Eldorado. Rien à voir avec New York et l'abondance des gratte-ciel de Donald Trump. Alors, vous décrivez un personnage totalement incroyable dans votre ouvrage. Vous rappelez que Jair Bolsonaro a quand même conservé une espèce de simplicité tout au long de sa vie et son parcours politique notamment, qu'il a joué de sa vulnérabilité naturellement, surtout après son attentat en 2018. Vous écrivez aussi que Bolsonaro quelque part, à une sincérité déroutante. Est-ce que c'est ça qui le rend si attachant auprès des dizaines de millions de Brésiliens ? Oui, alors tout à fait. En fait, Jair Bolsonaro est considéré par beaucoup de Brésiliens comme quelqu'un de très sincère. On l'appelle le sincérão, le grand sincère. Et beaucoup de gens au Brésil me disent justement que Bolsonaro ne ment pas puisqu'il dit tout. Donc c'est considéré justement comme une forme de qualité pour lui, le fait de parler trop, d'être dans l'outrance, d'être dans la vulgarité, de ne pas retenir ses mots est vu justement comme une forme de sincérité et d'honnêteté dans un pays qui est extrêmement marqué depuis plusieurs années, et notamment depuis le scandale du Lava Jato par les problèmes de corruption. Le problème, c'est que tout ça ne reflète pas la réalité d'un personnage qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus secret que ce qu'on veut dire, et qui a beaucoup de zones d'ombre. Et parmi elles, on peut rappeler les multiples scandales de corruption qui visent aujourd'hui les fils, l'entourage proche de Jair Bolsonaro. Et donc, finalement, en réalité, on se rend compte que Jair Bolsonaro et le clan Bolsonaro est tout sauf honnête aujourd'hui, au contraire, mais par son langage, par ses invectives, par sa rhétorique, il laisse à penser qu'il pourrait être quelqu'un de tout à fait sincère et donc honnête auprès d'une partie de la population. Alors en lisant toujours votre récit et l'histoire de ce grand pays, le Brésil, 20 fois plus grand que la France, on se dit que finalement ce n'est pas si étonnant qu'un Jair Bolsonaro ait pu être élu et peut-être réélu en octobre prochain. Votre livre revient sur des décennies de misère, de corruption endémique de la classe politique et surtout de violence sociale, des gangs et de meurtres à répétition. Est-ce que ceci explique cela ? Jair Bolsonaro, selon moi, et c'est une des grandes thèses du livre, n'est pas un passager clandestin de l'histoire, il n'est pas un accident de parcours, il n'est pas une parenthèse, il représente, parce qu'il est, malgré ses outrances, une part très importante de la réalité brésilienne. Et en 2018, justement, si vous parlez à ses électeurs, ce que je m'astreins à faire depuis 3 ans, ils vous expliquent que justement, ils ont voté pour lui parce que c'était un capitaine de l'armée qui pouvait justement répondre aux problèmes d'insécurité, parce que c'était, comme on l'a dit, un grand sincère qui ne serait pas corrompu, et enfin,
un petit libéral, d'une certaine manière, représentant des petites classes moyennes, qui allait permettre une croissance économique au Brésil. Donc il a répondu à des problèmes du Brésil. Et par ailleurs, Jair Bolsonaro, personnage très contradictoire, hein, comme je l'ai dit, qui peut apparaître comme très contradictoire, à la fois militaire et parlementaire, à la fois très extraverti et très secret, à la fois extrêmement machiste et en même temps, machiste et viriliste et en même temps qui met en scène sans arrêt son corps supplicié. On rappelle qu'il a subi un attentat au couteau en 2018 et qu'il se présente souvent comme une victime. Jair Bolsonaro, personnage contradictoire, représente un pays contradictoire, un pays à la fois très fier de sa nature, mais qu'il a détruit depuis 200 ans, un pays à la fois reflet d'un cliché, d'une certaine sensualité, d'une certaine libération des corps et en même temps extrêmement conservateur sur les mœurs, et un pays à la fois très métissé et très raciste. Et Bolsonaro est le produit de ces contradictions, et le produit d'un certain Brésil et du Brésil, et représente par bien des aspects ce pays continent. Alors revenons sur la gestion de la pandémie qui occupe une partie importante aussi de votre récit. Cette gestion incroyable où le déni a prévalu tout au long de cette pandémie, avec un Bolsonaro entouré de médecins folkloriques et anti-vaccin, évidemment, lui-même anti-vaccin, jusqu'à dire que seul son chien avait le droit d'être vacciné. Aujourd'hui, avec le recul, 685 000 décès durant cette pandémie, est-ce que Jair Bolsonaro risque quelque chose devant la justice ? En fait, il y a déjà 140 procédures de destitution contre Jair Bolsonaro et des procédures même au niveau international pour crimes contre l'humanité. Or, Bolsonaro n'a toujours pas été destitué, n'a toujours pas été condamné. Il est évident que durant ce mandat, des crimes très graves ont été commis. On estime que sur les 680 000 ou 700 000 morts brésiliens, chiffre très sous-estimé, ou au moins 300 ou 400 000 seraient attribuables directement à l'action de Jair Bolsonaro. Il y a des choses tout à fait insensées qui ont été commises pendant ces années-là, notamment le fait d'avoir testé de la chloroquine sur des patients atteints du Covid-19 sans leur consentement, chose qui a été permise et encouragée par le gouvernement fédéral selon certaines enquêtes journalistiques. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le problème de la justice brésilienne, c'est qu'elle est très politisée et que Jair Bolsonaro peut très bien être poursuivi sans être condamné s'il a le poids politique suffisant pour pouvoir faire peur à l'establishment. Et je pense que c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui durant l'élection. On peut imaginer que la contestation des résultats par Jair Bolsonaro est justement des futurs résultats est justement le fait de sa volonté de vouloir arriver en position de force au moment des négociations pour ne pas aller en prison. Et je pense que des tas de choses sont négociées de manière informelle pour justement éviter de passer derrière les barreaux. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de savoir si Jair Bolsonaro ira en prison. Il a toutes les raisons d'y aller et en même temps, il a suffisamment de poids politique pour pouvoir s'en prévenir. Alors en filigrane, vous égratignez, j'ai l'impression, un peu moins Lula, l'ex-président brésilien, qui se représente lui aussi cette année. Lula, 76 ans, figure politique internationale, adulé en Europe, mais qui suscite dans son propre pays une haine viscérale, blanchie par la justice après un long séjour en prison pour corruption, détesté comme jamais. Alors Lula, c'était la seule alternative face à Bolsonaro ? Alors, je ne suis pas sûr que Lula soit détesté comme jamais. Je dirais qu'en fait, il est adulé par toute une partie de la population qui n'est pas majoritaire, mais par une grosse partie de la population. Et il est honni par une autre énorme partie de la population, notamment car il est le fondateur du Parti des travailleurs, qui est un parti qui, lui, est rejeté par une très large partie des Brésiliens à cause de son implication dans les scandales de corruption, justement, dans les années 2000. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Lula, comme vous le savez, il a été condamné, mis en prison et ensuite libéré jusqu'à ce que les poursuites à son encontre soient annulées. Donc aujourd'hui, Lula est considéré comme innocent par la justice brésilienne et par une bonne partie des Brésiliens. Lula, il faut le rappeler, est un animal politique entré sur la scène publique à la fin des années 70 qui représente un poids considérable dans l'histoire brésilienne. Et aujourd'hui, s'il est favori, s'il est peut-être capable de l'emporter dès le premier tour, c'est justement qu'il a chez une grande partie des Brésiliens une légitimité considérable, notamment pour avoir tiré des dizaines de millions de personnes de la pauvreté dans les années 2000
et être parvenu à projeter comme jamais une image positive du Brésil sur la scène internationale. Et beaucoup de Brésiliens se souviennent de cet héritage. Et d'ailleurs, Lula fait campagne aujourd'hui sur le passé, d'une certaine manière, en rappelant au souvenir des grandes réalisations de ces 2 mandats. Et promet aux Brésiliens des jours aussi heureux, voire plus heureux qu'à l'époque. On n'a pas beaucoup de dirigeants sur la planète qui sont capables de faire campagne sur leur mandat et sur leur réussite. C'est le cas d'un dirigeant comme Lula, malgré toutes ces contradictions. Alors une dernière question et on en terminera là. Un mot sur le bilan de Jair Bolsonaro. À part sa réforme des retraites, tout est bon à jeter aux orties ? Alors, globalement, en fait, en termes de réforme, Jair Bolsonaro a fait passer assez peu de textes, voire aucun texte, si ce n'est des décrets sur les armes, quelques décrets également assouplissant l'économie, quelques privatisations et quelques dérogations pour les pasteurs. Jair Bolsonaro est considéré par de gens au Brésil et à l'international comme un criminel qui a participé non seulement à la destruction de l'Amazonie, du tissu social brésilien, à des attaques sans précédent contre les institutions. Il est adulé par certains de ses partisans pour ce bilan, il est détesté par d'autres, mais on peut dire que le legs de Jair Bolsonaro est assez catastrophique et se fera sentir sur de très nombreuses années. Alors, en regardant quand même les données macroéconomiques du pays et les prévisions à moyen terme, lui, le bilan n'est pas si mauvais. Le chômage a reculé, la dette a baissé, le déficit public aussi. La croissance pour 2022, c'est assez tenu, autour de 2%. 2023, ça sera un peu plus compliqué, mais le monde entier aussi, ça sera compliqué. Est-ce que ces chiffres, ces bons chiffres économiques peuvent servir à la fin Jair Bolsonaro pour sa réélection? Oui, alors ces chiffres économiques sont quand même vraiment à relativiser, notamment parce que le pays a connu une récession très forte. On a aujourd'hui une fuite massive des capitaux, une augmentation très forte de la dette et 33 millions de Brésiliens qui souffrent de problèmes de malnutrition, voire de la faim. Le Brésil était sorti de la carte mondiale de la faim dans les années 2000, il y est revenu. Et ça, c'est ce qu'on dit au Brésil, un rétrocesse, c'est-à-dire un retour en arrière considérable, qui, au-delà des chiffres du chômage, montre une aggravation sans précédent de la pauvreté au Brésil. Il suffit de marcher dans les rues de Rio, vous allez voir des files ininterrompues de dizaines de sans-abri vêtus de loques qui aujourd'hui parfois meurent de faim dans les rues des grandes villes. Et ça, c'était quelque chose qui n'avait certes pas complètement disparu, mais qui avait énormément diminué dans les années 2000. Le bilan économique de Bolsonaro a servi les intérêts de certains puissants, notamment les barons de l'agronégoce qui ont pu exporter comme jamais, mais pour la population les plus misérables, c'est un bilan catastrophique. Merci Bruno Meierfeld. Merci donc pour ce décryptage de la politique brésilienne. Je rappelle le titre de votre essai, Cauchemar brésilien, publié chez Grasset. Et Euronews suivra naturellement les résultats de cette élection présidentielle. Rendez-vous le 2 octobre pour le premier tour.